Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je Comment commence. devenir heureux est l'une des questions les plus fréquemment posées dans la vie de chacun. Pour certains, la réponse peut sembler évidente. Mais si l'on approfondit un peu le raisonnement, on peut arriver à la conclusion que non seulement on ne sait pas comment atteindre le bonheur, mais qu'on ne sait pas non plus très bien ce qu'est le bonheur. La première chose que vous devez comprendre est qu'il n'existe pas de définition généralement acceptée du bonheur qui caractérise des formes spécifiques de sa manifestation, de sorte que votre bonheur personnel est unique. Ce qui peut vous rendre heureux ne permettra pas nécessairement à une autre personne de vivre des moments heureux. De plus, votre rapport au bonheur est susceptible d'évoluer dans le temps. Si l'on tente de le définir au sens large, le bonheur est l'état d'une personne qui correspond à la plus grande satisfaction qu'elle ait éprouvée dans sa vie. Ainsi, la plupart des gens associent leur bonheur aux événements qui surviennent dans leur vie. Certains événements sont sous notre contrôle, d'autres échappent à notre influence. Lorsque des événements agréables se produisent et qu'ils correspondent aux désirs et aux attentes de l'homme, lorsque tout semble aller pour le mieux dans la vie, les gens se sentent heureux. Dans le cas contraire, ils se sentent malheureux. Étant donné qu'il est impossible de contrôler toutes les circonstances de la vie, pour de nombreuses personnes, le bonheur dépend de facteurs externes. Mais même si le bonheur est le résultat de nos actions, il y a toujours une dépendance à l'égard de quelque chose, car nous ne pouvons pas être sûrs à 100% de pouvoir réaliser tout ce que nous avons planifié. Par conséquent, l'écrasante majorité des gens aspirent à un bonheur conditionne, qui leur est de plus en plus proche, à un bonheur base sur la réalisation des désirs humains. Si les désirs sont satisfaits, c'est le bonheur. S'ils ne le sont pas, c'est le malheur. L'expression « le bonheur vient de l'intérieur » n'est qu'une belle phrase, mais elle n'est pas pratique pour la plupart des gens. Pourquoi le bonheur est-il si important ? 1. Les gens heureux réussissent mieux. Il existe une croyance selon laquelle le succès rend heureux. D'un autre côté, on peut affirmer que c'est le bonheur qui nous permet de mieux réussir dans tous les aspects de la vie. Les personnes heureuses ont plus de chances de réussir leurs entretiens d'embauche et d'occuper des postes plus élevés. Ils reçoivent de meilleures évaluations de la part de leurs supérieurs et font preuve d'une efficacité et d'une compétence accrue. Dans l'environnement de travail, les employés heureux sont moins enclins à l'épuisement professionnel et font rarement preuve d'un comportement perturbateur. Ils sont plus optimistes et positifs, moins sceptiques et méfiants. 2. De meilleures relations avec les autres. Un autre aspect important de la vie consiste à renforcer les liens existants et à en forger de nouveau avec d'autres personnes, qu'il s'agisse d'amitié ou de relations amoureuses. Les personnes heureuses ont tendance à bénéficier d'un meilleur soutien social, à avoir plus d'amis et à éprouver une plus grande satisfaction grâce aux activités et aux loisirs qu'elles partagent et au sentiment de pouvoir compter sur une épaule amicale en cas de besoin. Ils sont moins enclins à la jalousie et ont des liens plus forts avec leur famille. En ce qui concerne le mariage, il existe un lien étroit entre le niveau de bonheur et la satisfaction conjugale. Les personnes heureuses sont plus satisfaites de leur moitié. Ils préfèrent faire l'amour plutôt que de chercher à comprendre leur relation. 3. Moins de stress. Un faible niveau de stress est un élément important d'une vie humaine saine. Lorsque nous sommes stressés, les niveaux de l'hormone cortisol augmentent, ce qui s'accompagne généralement d'une faiblesse musculaire, d'une hypertension artérielle et de sautes d'humeur. Les émotions positives modifient la chimie du corps et l'aident à retrouver un état sain. Le bonheur est le contraire du stress. Il est donc impossible de vivre les deux en même temps. 4. Une meilleure santé. Les personnes heureuses ont une meilleure santé physique et mentale, essaient de se distancer des mauvaises habitudes, ressentent moins souvent des symptômes douloureux et se rendent donc moins souvent dans les centres médicaux. Le risque de maladies cardiovasculaires est réduit, le système immunitaire fonctionne mieux et la motivation à faire de l'exercice, à manger sainement et à entretenir des relations positives avec les autres augmente. 5. Une longévité accrue. Il est tout à fait logique que si le bonheur a un effet positif sur la santé, il prolonge également la vie. Associez le bonheur à une activité physique régulière, à une alimentation saine, à la réduction du stress, à la recherche d'un exutoire. Pour votre créativité et à l'entretien de relations harmonieuses avec les autres vous permettra de vivre une vie longue, saine et heureuse. 6. Une créativité accrue. Les personnes heureuses sont non seulement plus productives dans la vie, mais aussi plus créatives, car la pensée positive et l'ouverture à de nouvelles idées et expériences sont inextricablement liées. Lorsqu'une personne est heureuse, sa vie devient plus active et plus satisfaisante. Elle passe moins de temps à réfléchir inutilement, est moins encline à la paresse et ses pensées sont davantage orientées vers l'activité et l'exploitation de son potentiel créatif.
Comment devenir heureux avec le bonheur conditionne 1. Trouvez votre vocation et définissez votre but dans la vie. La vie est une sorte de processus et les gens font quelque chose dans ce processus. Vous ajouterez certainement un grand nombre de pièces à votre tirelire du bonheur si vous faites quelque chose qui vous intéresse et pour lequel vous avez un penchant naturel. Déterminer votre vocation vous permettra non seulement d'atteindre des sommets dans votre vie professionnelle, mais aussi de donner un sens à votre vie. Pour les hommes, le métier, l'entreprise ou le commerce préfère est probablement le meilleur moyen de répondre à la question « Pourquoi vis-je ?» De réaliser le potentiel cache à l'intérieur et de profiter de la vie. Toutefois, il est important de se fixer d'autres objectifs que les réalisations professionnelles. La vie a de multiples facettes et il n'est pas nécessaire de se fixer sur une seule chose. Il est fort probable que, parallèlement à votre vie professionnelle, vous puissiez trouver des activités qui vous permettront de vous améliorer dans d'autres domaines, de vous fixer de nouveaux objectifs et de les atteindre. Lorsque vous avez un objectif, vous n'avez pas l'impression de suivre le courant. La vie commence à vous sembler plus pleine, plus claire et plus significative, et la réalisation d'un objectif devient un indicateur qui vous permet de regarder en arrière et d'apprécier à quel point vous êtes bon. En ce qui concerne votre objectif, il doit être le vôtre. Vous ne devez pas devenir l'ombre des autres, vivez votre vie, définissez ce que vous voulez, fixez vos objectifs et atteignez-les. La poursuite d'objectifs impose ne vous apportera probablement pas de satisfaction dans la vie, même si vous parvenez à réaliser vos rêves. Gardez à l'esprit que vos objectifs peuvent changer au fil du temps. Ce qui est important pour vous aujourd'hui peut commencer à vous sembler insignifiant au bout d'un certain temps. Et ce n'est pas grave. Changez avec le changement. Fixez-vous des objectifs, atteignez-les, puis fixez de nouveaux repères. 2. Fréquentez des personnes positives, passez du temps autour de personnes désagréables, toxiques, négatives et pessimistes est le moyen le plus rapide de se décourager. À l'inverse, en vous entourant de personnes positives, leur état intérieur positif ne manquera pas de se transmettre à vous. Lorsque l'on est entouré d'amis, on ne se sent pas seul dans les moments difficiles et, dans les moments agréables, on est encore plus joyeux. Le fait d'avoir de bons amis et d'être en compagnie de personnes partageant les mêmes idées est non seulement bénéfique pour votre bien-être général, mais aussi pour votre santé. La qualité de vos amitiés est donc un élément important d'une vie heureuse. 3. L'activité physique, le sport et l'exercice physique ont des effets positifs sur la santé, notamment sur la musculature, le système cardiovasculaire et le métabolisme, jouent un rôle important dans la prévention et le traitement de nombreuses maladies et stimulent la production d'endorphines, des composés chimiques qui ont la capacité de réduire la douleur et d'améliorer le bien-être émotionnel. L'activité physique aide le cerveau à travailler plus efficacement, ce qui est particulièrement important dans les situations de stress, caractérisées par des changements hormonaux soudains. L'entraînement sportif stimule l'humeur et améliore la qualité du sommeil, réduisant ainsi le stress et les troubles anxieux. En outre, l'exercice favorise la production de dopamine, une hormone de bien-être qui a un effet positif sur la motivation et l'apprentissage. Le hatha yoga peut être une bonne alternative à l'entraînement physique. Marcher au grand air est également un excellent moyen d'améliorer l'humeur et d'accroître le bonheur. 4. Dormir suffisamment est une source vitale de bonne santé, de clarté d'esprit et de bien-être émotionnel. La plupart des adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Si vous avez envie de faire une sieste pendant la journée ou si vous avez l'impression que votre esprit est dans le brouillard, il est probable que votre corps vous dise que vous avez besoin de plus de temps pour dormir. Voici quelques conseils pour vous aider à améliorer vos habitudes de sommeil. Se coucher et se réveiller à la même heure tous les jours, y compris le week-end. Réservez une heure avant le coucher pour une routine relaxante. Prenez un bain ou faites quelque chose de relaxant. Évitez de manger des aliments, en particulier des aliments lourds et des boissons stimulantes. Votre chambre à coucher doit être sombre, fraîche et silencieuse. Si vous avez besoin de faire une sieste pendant la journée, essayez de la limiter à 20 minutes. Si vous n'arrivez pas à dormir et que le problème est systématique, il n'est pas déraisonnable de consulter un médecin. 5. Prenez soin de votre santé. L'une des habitudes importantes qui contribuent à une vie heureuse est de passer régulièrement des examens médicaux, de faire attention aux maladies chroniques, de se rendre chez le dentiste, etc. Éliminez l'alcool et le tabac de votre vie ou n'en abusez pas. Essayez de manger sainement et ne faites pas d'excès. Prenez soin de votre corps et il vous le rendra. 6. Soyez vous-même. Un grand nombre de personnes vivent leur vie guidées par les orientations d'autres personnes imposées par la société, qui ont déjà été mentionnées ci-dessus sous une forme ou une autre.
Notre travail, nos loisirs, notre apparence, nos habitudes, nos attitudes, nos objectifs de vie et même nos rêves peuvent ne pas être façonnés par notre propre volonté, même s'il n'est pas toujours facile de l'accepter. Cependant, en nous, comme un murmure à peine perceptible, peut se cacher le sentiment que la voie choisie n'est pas la bonne, ou manifester un sentiment d'insatisfaction dans la poursuite d'objectifs dont la réalisation n'est pas notre désir sincère. Souvent, ce manque de sincérité envers nous-mêmes peut être dû à un désir de se conformer aux attentes des autres. Pour devenir plus heureux, il est important de déterminer si vos actions sont en accord avec vos objectifs et vos valeurs ou si elles sont conçues pour répondre aux attentes de votre environnement. Une fois que vous commencez à vivre en harmonie avec votre propre cadre de référence, le bonheur apparaît naturellement dans votre vie. 7. Identifiez vos points forts. Tout le monde a des défauts, mais nous avons tous des qualités qui nous distinguent positivement des autres. En reconnaissant vos points forts, vous ne perdez pas de temps à stagner et à faire du surplace, mais vous orientez vos efforts vers un domaine de la vie, une activité qui renforce vos compétences, votre confiance et votre estime de soi, et vous permet de profiter de la vie, de votre vie professionnelle et du processus créatif. Pour mieux comprendre vos points forts, il est conseil de dresser une liste de vos qualités et de vos centres d'intérêt. Réfléchissez ensuite à la manière dont ces qualités et aspirations peuvent vous être utiles dans différents domaines de votre vie. Célébrez et valorisez vos points forts, et essayez de vous traiter avec amour et respect, même si vous pensez que vous n'êtes pas parfait. 8. Faites un compliment ou une bonne action. Les bonnes actions améliorent votre humeur et augmentent votre niveau de satisfaction intérieure. Un compliment sincère est un moyen facile non seulement d'égayer la journée de quelqu'un, mais aussi d'ajouter des points à votre propre bonheur. Un compliment est l'un des meilleurs exemples, mais pas le seul, de la manière dont vous pouvez faire en sorte que votre entourage se sente bien. Toute manifestation d'une attitude bonne et attentionnée envers les autres, ainsi que l'aide apportée à nos frères inférieurs sous la forme d'animaux sauvages ou domestiques, aura certainement un impact positif sur votre vie. 9. Mettez de l'ordre dans votre maison. Votre vie sera plus agréable, plus ergonomique et mieux organisée si elle n'est pas encombrée. Organisez et mettez les choses à leur place dans votre maison. Mettez les vêtements à leur place dans votre armoire. Dites au revoir aux objets inutiles en les mettant à la poubelle et décorez votre espace personnel avec des objets qui vous rendent heureux. N'oubliez pas non plus de ranger votre lieu de travail. 10. Sortez dans la nature. Un séjour systématique dans la nature contribue à améliorer votre état émotionnel, à abaisser votre tension artérielle et à réduire le risque de dépression. Les activités sportives en plein air sont une bonne option. N'oubliez pas non plus l'importance de la lumière du soleil, sous l'influence de laquelle le corps humain produit de la vitamine D, des endorphines et l'hormone sérotonine, dont dépendent le sommeil, l'appétit et l'humeur. 11. Faites-vous plaisir. Les gens sont toujours pressés d'arriver quelque part, craignant de ne pas avoir le temps de réaliser tous leurs projets. Or, en passant sans cesse d'une tâche à l'autre et en ne prêtant pas attention au plaisir du moment présent et aux résultats obtenus, on perd inévitablement l'occasion de ressentir un élan de bonheur. Veillez à prendre le temps de célébrer les petites et grandes victoires de votre vie par des activités de loisirs agréables, l'achat de nouveaux objets, un délicieux repas, etc. Même si vous faites quelque chose que vous aimez sans raison, cela vous donnera un regain d'énergie positive. Soyez gentil avec vous-même, ne vous jugez pas et considérez-vous comme un objet d'amour. 12. Relâchez le contrôle. On ne peut jamais contrôler sa vie à 100%. Qu'il s'agisse d'un réveil que vous n'avez pas entendu sonner, d'un embouteillage qui vous fait manquer une réunion, d'un collègue qui ne peut pas accepter pleinement vos idées ou d'un événement qui survient par force majeure. Au lieu d'essayer de contrôler tous les aspects de votre vie, apprenez à ne pas vous accrocher à tout. Lorsque vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas contrôler chaque instant de votre journée, il est plus facile de retrouver votre paix intérieure, tout en vous rappelant que ce qui est sous votre contrôle, c'est ce qui est susceptible de l'être. 13. Vacances et remise à zéro intérieur. Une semaine de vacances peut vous aider à vous détendre et à vous ressourcer. Mais pour en tirer le meilleur parti, identifiez ce qui vous passionne vraiment et ce qui peut vous redonner de l'énergie intérieure. Lorsque vous vous sentez épuisé ou déprimé. Peut-être aimez-vous les sports actifs, le parachutisme, le quat, la peinture, le karaoké, les sorties entre amis ou les moments pas seuls. Lorsque vous ressentez le besoin d'une remise à zéro intérieur, pourquoi ne pas vous distraire et faire des choses qui vous aideront à vous remettre sur les rails. 14. Voir sa famille. Lorsque vous avez l'impression que le monde entier est contre vous, il est facile de se sentir accable et frustré. Mais en diluant les événements désagréables par une discussion avec vos proches, vous pouvez retrouver la confiance que tous les problèmes peuvent être résolus. Rendez visite à vos parents, organisez une rencontre avec un frère ou une sœur,
ou discuter à cœur ouvert avec un être cher que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Si vous n'avez pas l'occasion de vous rencontrer en personne, pourquoi ne pas communiquer en utilisant les moyens de communication modernes? 15. Établir des priorités lorsque vous avez trop de tâches à accomplir, il peut être difficile de mettre en place un processus efficace pour les mener à bien. Il n'est donc pas surprenant que vous vous sentiez désorienté. Pour retrouver votre sérénité, il est important de hiérarchiser vos tâches afin de concentrer votre attention sur chacune d'entre elles en fonction de son importance. Une fois la tâche accomplie, vous pouvez passer méthodiquement à la suivante, moins importante, avec un sentiment de satisfaction. En outre, lorsque vous savez exactement quelles sont vos valeurs, vos principes et vos priorités, vous pouvez facilement renoncer à des choses inutiles, même si elles sont peut-être agréables, et consacrer votre énergie à la réalisation d'objectifs vraiment importants. 16. Planifier vos activités à l'avance. Planifier à l'avance vous permettra de mieux contrôler votre avenir et de structurer vos affaires, afin de mieux comprendre ce qui doit être fait dans un avenir proche et lointain. Vous pouvez utiliser une application sur votre smartphone ou un stylo et du papier pour planifier. En outre, le fait de mettre vos plans sur papier vous permettra d'évaluer visuellement vos propres réalisations par la suite, ce qui vous donnera une motivation supplémentaire en réalisant le chemin parcouru et en vous rendant compte à quel point vous êtes beau. Si vous vous sentez soudainement de passe et que vous manquez d'énergie pour continuer à aller de l'avant. 17. Apprenez à dire non. Le surmenage peut devenir chronique si vous n'apprenez pas à dire non. Cela ne signifie pas qu'il faille refuser toutes les demandes et offres possibles. Cependant, il n'est pas déraisonnable d'évaluer si la tâche à laquelle vous êtes potentiellement confronté est bénéfique pour vous, ou si elle pourrait avoir un impact négatif sur votre vie ou nuire à votre santé physique ou mentale. Avez-vous vraiment besoin de faire des heures supplémentaires? Avez-vous vraiment besoin d'aider une fois de plus des personnes qui n'ont jamais de temps pour vous? Voulez-vous vraiment partager vos loisirs avec des personnes dont vous n'avez rien à dire? Dire non ne décevra personne. Mais il ne sert à rien de dire oui si vous obtenez un résultat insatisfaisant, un résidu désagréable ou un mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie privée. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de trouver une excuse élaborée. Un simple « je ne peux pas, j'ai des choses à faire » vous aidera à fixer des limites qui favorisent votre bien-être intérieur. 18. Défendez vos intérêts. Bien qu'il soit recommandé de traiter les autres avec gentillesse, vous ne devez permettre à personne de vous manquer de respect ou de s'asseoir sur votre tête. Vous devez être prêt à faire comprendre qu'il y a des limites à ce qui est raisonnable et que personne n'a le droit de les dépasser. 19. Ne pas être rancunier. Le ressentiment est un poison pour les autres que l'on consomme soi-même. Très souvent, le ressentiment veut vous faire savoir que vous n'avez pas tiré toutes les conclusions nécessaires d'un événement qui se déroule dans le passé. Dans ce cas, en identifiant la cause de la situation et en trouvant des moyens de l'éviter à l'avenir, le ressentiment est susceptible de se dissoudre de lui-même. Une fois que toutes les conclusions nécessaires ont été tirées, essayez de ne pas être à la merci d'une réflexion sur la douleur qui vous a été causée dans le passé, et passez à des idées qui ont une coloration constructive plutôt que destructrice. Ce qui a été, a été. Acceptez le passé et allez de l'avant. Si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ce sentiment désagréable et qu'il a un impact négatif sur votre vie, il peut être judicieux de demander l'aide d'un professionnel. 20. Tomber amoureux. Une relation amoureuse harmonieuse donne à une personne un sens supplémentaire à sa vie, un sentiment d'exigence, de soutien et de sécurité, et améliorer la santé mentale et le bonheur. L'amour atténue les effets des situations stressantes, soulage le sentiment de solitude et contribue, en fin de compte, à l'émergence d'héritiers. Il convient de noter que l'amour peut apporter à la fois des expériences agréables et des émotions incroyablement tristes si la relation évolue dans un sens négatif. 21. Identifiez les barrières existantes. Les barrières de la vie sont les obstacles qui se dressent entre votre présent et l'avenir que vous souhaitez construire. Les environnements négatifs, les mauvaises habitudes et les dépendances, le manque de routine, le manque d'éducation et d'autres éléments de votre vie qui limitent votre potentiel méritent d'être éliminés. Vous ne pourrez peut-être pas éliminer tous les obstacles, ou vous ne pourrez peut-être pas le faire d'un seul coup, mais vous pouvez travailler sur ces questions aussi longtemps que nécessaire, en annulant progressivement l'un ou plusieurs des facteurs qui vous détournent de vos objectifs. 22. Responsabilité, discipline et respect de soi. Le respect des autres est un élément indispensable à une vie sociale heureuse et il est incontestablement important. Cependant, sans respect pour soi-même, il est impossible de réaliser quoi que ce soit d'exceptionnel. Se respecter soi-même, c'est être honnête avec soi-même et toujours tenir sa parole.
Si tu te dis que tu dois te lever à 5 heures du matin, tu seras effondre, mais tu te lèveras. Tu feras ce que tu dois faire et quand tu dois le faire parce que tu t'es promis de le faire quoi qu'il arrive. Le respect de soi, la discipline et la responsabilité envers soi-même et envers les autres dans le cas d'engagement ou de promesse peuvent ne pas sembler être les choses les plus agréables à court terme, mais stratégiquement, c'est une base qui finira par apporter non seulement la satisfaction de soi, mais aussi la joie de réaliser des résultats qui n'auraient pas pu être obtenus autrement. 23. S'occuper s'il est important de se reposer. Il est tout aussi important de ne pas céder à la paresse et à la procrastination. Il n'y a qu'une seule ressource non renouvelable dans la vie, le temps. Et le gaspiller est donc très coûteux et discutable. De plus, en vous laissant aller à la paresse, vous laissez votre tête se remplir de pensées qui ne mèneront à rien de bon. Si vous remarquez que vous devenez paresseux et que vous attendez le moment où le sentiment de paresse vous quittera, abandonnez ces espoirs. Quelle que soit votre attitude émotionnelle, commencez à faire les choses, faites le premier pas, et la motivation nécessaire vous rattrapera. 24. Prenez un animal de compagnie. La socialisation avec les animaux a un effet bénéfique sur le bien-être humain. Obtenez un animal de compagnie, et de nombreuses pensées désagréables qui ne vous apportent pas la tranquillité d'esprit disparaîtront. Grâce à l'émergence de nouveaux soucis et de moments agréables issus de l'interaction avec un ami à fourrure. Comment devenir heureux avec l'aide du bonheur? Cette section est basée sur l'ouvrage de Y. N. Harari, Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Les 500 dernières années ont été marquées par une croissance phénoménale et sans précédent du pouvoir de l'homme. Rien de tel, que ce soit en termes de vitesse ou d'ampleur, n'a jamais été vu auparavant. Si un paysan espagnol s'était endormi en l'an 1000 et s'était réveillé 500 ans plus tard, au moment où les marins de Christophe Colomb embarquaient sur la Nina, la Pinta et la Santa Maria, le monde qui l'entourait ne l'aurait pas beaucoup surpris. Certaines choses avaient changé en matière de technologie et d'étiquette, les frontières s'étaient sensiblement déplacées, mais dans l'ensemble, notre Rip Van Winkle médiéval se serait senti à l'aise dans un environnement familier. Mais si l'un des marins de Christophe Colomb tombait dans le coma et se réveillait avec une sonnerie d'iPhone au XXIe siècle, il se retrouverait dans un monde incroyablement étrange. Il se dirait probablement « Je suis soit en enfer, soit au paradis ». La révolution industrielle a ouvert de nouvelles possibilités de convertir l'énergie et de produire des biens, et a réduit la dépendance de l'homme à l'égard de l'écosystème environnant. L'homme a abattu des forêts, asséché des marais, endigue des rivières, inonde des plaines, pose des dizaines de milliers de kilomètres de rails et construit des mégapoles de gratte-ciel. En adaptant le monde aux besoins de l'Homo sapiens, les habitats de nombreuses espèces ont été détruits, des animaux et des plantes ont disparu. Notre planète, autrefois bleue et verte, est en train de se transformer en un centre commercial de béton et de plastique. La révolution industrielle a bouleversé la société humaine. La nécessité de s'adapter au rythme de production n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il y en a d'autres, l'urbanisation, la disparition de la paysannerie, l'émergence du prolétariat industriel, l'autonomisation de l'homme de la rue, la démocratisation, la culture de la jeunesse. Le dernier demi-millénaire a été le témoin d'une série de révolutions à couper le souffle. La Terre est devenue un conglomérat écologique et historique unique. L'économie a connu une croissance exponentielle et les gens jouissent aujourd'hui de richesses qui relevaient autrefois du conte de fées. La science et la révolution industrielle ont doté l'humanité de pouvoirs surnaturels et de sources d'énergie inépuisables. L'ordre social a été complètement transformé. La politique, la vie quotidienne et la psychologie ont changé du tout au tout. Mais sommes-nous devenus plus heureux? La richesse que l'humanité accumule depuis 500 ans peut-elle être assimilée au bonheur? Ces sources d'énergie inépuisables nous promettent-elles des sources de bonheur inépuisables? Regardons l'histoire. Ces 70 millénaires agites depuis la révolution cognitive ont-ils contribué à rendre ce monde plus agréable à vivre? Le regrette Neil Armstrong, dont on voit encore les empreintes sur la Lune, c'est un perpétuel pot au noir. Était-il plus heureux que le chasseur-cueilleur sans nom qui laisse une empreinte de paume sur la paroi de la grotte Chauvet il y a 30 000 ans? Et s'il ne l'était pas, à quoi bon avoir développé l'agriculture, les villes, l'écriture, les systèmes monétaires, les empires, la science et l'industrie? Les historiens posent rarement ce genre de questions. Ils ne se demandent pas si les habitants d'Uruk et de Babylone étaient plus heureux que leurs ancêtres nomades, si l'islam a amélioré la vie des Égyptiens ou comment l'effondrement des empires européens en Afrique a affecté la vie de centaines de millions de personnes. Ce sont les questions les plus importantes que l'histoire devrait poser. La plupart des idéologies et des programmes politiques modernes sont fondés sur des idées plutôt douteuses concernant les sources du bonheur humain. Les communistes croient au bonheur universel sous la dictature du prolétariat.
Les capitalistes croient que le marché libre apportera le plus grand bonheur au plus grand nombre parce que la libre concurrence favorise la croissance économique et l'abondance matérielle, et que les gens apprennent à compter sur eux-mêmes et à prendre des initiatives. Que se passerait-il si des recherches sérieuses réfutaient ces hypothèses? Si la croissance économique et l'autonomie n'ont rien à voir avec le bonheur, quel est l'avantage du capitalisme? Il apparaîtrait soudain que les sujets des grands empires sont nettement plus heureux que les citoyens d'États indépendants, que les Algériens sont mieux lotis sous la domination française que sous celle de leurs concitoyens? Comment évaluerions-nous alors le processus de décolonisation et le droit des nations à l'autodétermination? Et si la recherche prouvait de manière irréfutable que les femmes libérées n'étaient pas plus heureuses que la femme moderne était? Moins heureuse que sa grand-mère, qui se consacrait aux soins de ses enfants, de son mari et de ses parents? Bien que personne n'ait étudié spécifiquement l'histoire du bonheur, presque tous les spécialistes et non spécialistes en ont une vague idée. Selon la croyance populaire, les capacités humaines n'ont cesse de s'accroître au cours de l'histoire, et comme les êtres humains utilisent généralement leurs capacités pour échapper au malheur et réaliser leurs désirs, nous avons toutes les raisons d'être plus heureux que nos ancêtres du Moyen Âge. Ces derniers, à leur tour, étaient plus heureux que les cueilleurs de l'âge de pierre. Mais cette vision progressiste de l'histoire est contestable. Les nouvelles attitudes, les nouveaux comportements et les nouvelles compétences n'améliorent pas toujours la vie. Lorsque les hommes ont maîtrisé l'agriculture au cours de la révolution agraire, leur pouvoir sur l'environnement s'est accru, mais la situation de beaucoup est devenue plus difficile. Les paysans devaient travailler plus dur que les chasseurs et les cueilleurs et, par conséquent, produisaient des aliments moins variés et moins caloriques, sans parler de leur vulnérabilité aux maladies et à l'exploitation. De même, l'expansion des empires européens a considérablement accru le pouvoir collectif de l'humanité, les idées, les technologies. Et les ressources locales ont fait l'objet d'échanges intensifs et de nouveaux marchés se sont ouverts. Mais tout cela n'a guère plu aux indigènes d'Afrique, des Amériques et d'Australie. Compte tenu de la tendance humaine à abuser du pouvoir et de l'autorité, il y a lieu de penser que l'identification du pouvoir au bonheur est pour le moins naïve. Il existe un point de vue diamétralement opposé. Ces partisans suggèrent une relation inverse entre le pouvoir humain et le bonheur. Le pouvoir, disent-ils, corrompt. Plus l'humanité accumule de pouvoir et de richesse, plus elle se rapproche d'un monde froid et mécaniste, indifférent à nos besoins réels. L'évolution a conçu notre esprit et notre corps pour une vie de chasseur-cueilleur. Le passage à l'agriculture, puis à l'industrie, nous a contraints à une vie contre nature, dans laquelle nos penchants et instincts naturels ne peuvent s'épanouir et nos rêves les plus profonds ne peuvent se réaliser. Où trouver dans la vie confortable de la classe moyenne urbaine l'exaltation sauvage, la joie pure des chasseurs qui chassaient et dépeçaient le mammouth? Avec chaque nouvelle invention, nous augmentons la distance qui nous sépare de l'Éden. Mais le besoin romantique de ne voir que le code sombre de chaque invention est aussi dogmatique que la foi aveugle dans le progrès. Nous avons peut-être perdu le contact avec notre nature, mais ce n'est pas si grave. Par exemple, au cours des 2 derniers siècles, la médecine a réussi à réduire la mortalité infantile de 33% à moins de 5%. C'est une bénédiction non seulement pour les enfants survivants, mais aussi pour leurs familles et leurs amis. Comment prendre en compte le bonheur jusqu'à présent? Nous avons parlé du bonheur comme d'un dérive de facteurs matériels. Santé, nutrition, richesse. Si une personne est devenue plus riche et en meilleure santé, cela signifie que le bonheur a été ajouté. Mais tout est-il si primitif? Les philosophes, les prêtres et les poètes ont réfléchi à l'essence du bonheur pendant des siècles et sont généralement parvenus à la conclusion que les facteurs sociaux, éthiques et spirituels ne sont pas moins importants que les conditions matérielles. Mais que se passe-t-il si, dans la société prospère d'aujourd'hui, les gens souffrent d'aliénation et d'une existence dépourvue de sens? Nos ancêtres peu fortune trouvaient-ils plus de joie dans la communauté, la religion et le lien avec la nature? Au cours des dernières décennies, les psychologues et les biologistes se sont sérieusement penchés sur l'étude des facteurs de bonheur. Qu'est-ce qui est le plus important? L'argent, la famille, les gènes ou les vertus? La première chose à faire est de définir ce que nous mesurons exactement. La définition généralement admise du bonheur est le bien-être subjectif. En d'autres termes, le bonheur en moi est soit une expérience immédiate de plaisir, soit une satisfaction à long terme de la façon dont se déroule ma vie. S'il s'agit d'un sentiment interne, comment le mesurer de l'extérieur? Vous pouvez essayer d'interroger les gens sur leur bien-être subjectif. Les psychologues et les biologistes, lorsqu'ils veulent mesurer le bonheur, font passer des questionnaires aux gens et comptabilisent les résultats. Un questionnaire type évaluant le bien-être subjectif demande aux participants d'évaluer, sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure les phrases suivantes s'appliquent à lui.
Je suis heureux dans ma peau. Je considérais que ma vie est très réussie. Je suis optimiste quant à l'avenir. La vie est belle. Le chercheur additionne ensuite les scores et calcule le niveau de satisfaction de la personne interrogée. Parmi les autres conclusions intéressantes de cette approche, on peut citer la suivante. L'argent influence effectivement le sentiment de bonheur. Toutefois, jusqu'à une certaine limite, la différence disparaît. Tant que les gens se trouvent au bas de l'échelle économique, plus d'argent signifie plus de bonheur. Une mère célibataire américaine qui gagne 12 000 $ par an en nettoyant les appartements d'autrui serait heureuse, c'est-à-dire que son évaluation subjective de son propre bien-être augmenterait de manière significative et permanente, si elle gagnait 500 000 $ à la loterie. Cet argent peut être utilisé pour nourrir et habiller ses enfants sans s'endetter de plus en plus. Mais si un cadre supérieur avec un salaire de 250 000 $ par an gagne 1 million ou si l'entreprise double soudainement son salaire, le sentiment de bonheur ne durera que quelques semaines. Les données empiriques montrent qu'il n'y aura pas de changement de bien-être à long terme. Certes, il achètera une voiture plus cool, passera d'un appartement à un manoir, boira du Château Pétrus au lieu du Cabernet californien. Mais même cela lui semblera bientôt banal et moins intéressant. Autre dit-elle intéressant, la maladie réduit le bonheur, mais elle ne devient une source de tristesse à long terme que lorsqu'elle provoque une douleur atroce et constante. Ainsi, après avoir appris qu'ils étaient atteints d'une maladie chronique, par exemple le diabète, les gens sont inquiets pendant un certain temps, mais si la maladie ne s'aggrave pas, ils s'adaptent à leur nouvel état et gagnent autant de points de bonheur que les personnes en bonne santé. Réalisons une expérience de pensée. Lucie et Luc, jumeaux issus d'une famille de classe moyenne, ont accepté de participer à une étude sur le bien-être subjectif. En revenant du laboratoire de psychologie, Lucie a eu un accident. Ses fractures ont mis du temps à guérir et sa jambe a été endommagée à vie. Alors que l'ambulance emmenait Lucie à l'hôpital, Luc tente de l'appeler pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il a gagné le jackpot de 10 millions de $. 2 ans plus tard, la sœur boite toujours et le frère est beaucoup plus riche qu'avant. Mais lorsque le psychologue se présente avec une nouvelle enquête, il s'avère que leurs réponses ne sont pas très différentes de celles que les jumeaux ont données ce jour fatidique. La famille et le cercle social influencent le niveau de bonheur plus que l'argent et la santé. Les personnes qui vivent dans une famille solide avec des liens d'amitié et de parents développés et fiables sont nettement plus heureuses que celles qui vivent dans une famille déconnectée et qui n'ont pas trouvé ou n'ont pas cherché pour elles-mêmes un cercle de communication. Le mariage est particulièrement important. Les études se succèdent et confirment la corrélation directe entre un mariage réussi et des niveaux élèves de bien-être subjectif, et entre un mariage rate et des scores de bonheur faibles. Cela est vrai quelle que soit la situation économique ou même physique d'une personne. Un pauvre handicap entouré d'une famille dévouée, d'une femme aimante et de bons amis peut se sentir beaucoup plus heureux qu'un milliardaire solitaire. La seule condition est qu'il ne s'agisse pas d'une pauvreté extrême, que la maladie ne soit pas douloureuse et qu'elle ne progresse pas trop rapidement. Une théorie est suggérée. La nette amélioration des conditions matérielles au cours des 2 derniers siècles est contrebalancée par l'effondrement de la famille et de la communauté dans son ensemble. Si tel est le cas, l'individu moyen ne se sent pas plus heureux aujourd'hui qu'il ne l'était en 1800. Même la liberté à laquelle nous tenons tant se retourne contre nous. Nous pouvons choisir nos partenaires, nos voisins et nos amis, mais eux aussi sont désormais libres de nous quitter facilement. Avec la possibilité sans précédent pour chaque individu de choisir sa propre voie dans la vie, les engagements à vie deviennent de plus en plus difficiles. Les familles et les liens sociaux s'effritent, nous tombons dans la solitude. Mais la découverte la plus importante est que le bonheur ne dépend pas de conditions objectives, de la richesse, de la santé ou même des relations. Il dépend plutôt de la corrélation entre les conditions objectives et les attentes subjectives. Si une personne rêvait d'un bœuf et d'une charrette et qu'elle a réussi à obtenir les deux, elle est satisfaite. Mais s'il voulait une nouvelle Ferrari et qu'il obtient une vieille Fiat, c'est la dépression assurée. C'est pourquoi gagner à la loterie ou avoir un accident affecte finalement le sentiment de bonheur de la même manière. Lorsque la situation s'améliorait, les attentes augmentent à tel point que, quelle que soit l'amélioration des conditions objectives, il n'y a toujours pas de satisfaction. Lorsque les choses vont mal, les attentes sont également minimisées, et, par conséquent, même un traumatisme grave n'empêche pas une personne de se sentir heureuse comme avant. Le bonheur chimique, les sociologues posent des questions sur le bien-être subjectif dans des questionnaires et établissent une corrélation entre les réponses et des facteurs socio-économiques tels que la richesse et la liberté politique. Les biologistes posent les mêmes questions, mais mettent les réponses en corrélation avec des facteurs biochimiques et génétiques. Le résultat, il est vrai, est choquant.
Les biologistes pensent que nos pensées et nos émotions sont régies par des mécanismes biochimiques affines par des millions d'années d'évolution. Comme tout état d'esprit, le sentiment subjectif de bonheur n'est pas déterminé par des paramètres extérieurs, salaire, système relationnel, droit politique, mais par un système complexe de nerfs, de neurones, de synapses et de substances biologiquement actives, la sérotonine, la dopamine et l'ocytocine. Ni le gain à la loterie, ni l'achat d'une maison, ni l'obtention d'une promotion, ni même l'amour réciproque ne rendront une personne heureuse. Il n'y a qu'une seule chose qui rende une personne heureuse, une sensation agréable dans le corps. Quelqu'un qui a gagné à la loterie ou trouve l'amour et qui saute de joie ne réagit pas vraiment violemment à l'amour ou à l'argent. Il réagit à des hormones dans le sang, à des décharges électriques dans certaines parties du cerveau. Et malgré toutes les tentatives de créer un paradis sur Terre, notre système biochimique est apparemment programmé pour maintenir un certain niveau de bonheur. Il n'est donc pas surprenant que l'évolution nous ait rendus ni trop heureux, ni trop malheureux. Biologiquement, nous sommes prêts à profiter d'un bref moment de sensations agréables. Mais ils ne dureront pas longtemps. Tôt ou tard, le bonheur s'estompera et sera remplacé par des sentiments moins agréables. Par exemple, l'évolution récompense les hommes qui transmettent leurs gènes à leur progéniture en ayant des astérisques sexes avec des femmes éligibles en leur procurant des sensations agréables. Si le astérisque sexe n'était pas accompagné de telles sensations agréables, de nombreux hommes n'y participeraient pas du tout. L'évolution a également fait en sorte que les sensations agréables ne durent pas longtemps. Si les orgasmes se prolongeaient pendant plusieurs jours, les mâles trop heureux mourraient de faim et ne partiraient certainement pas à la recherche d'autres femelles non fécondées. Ainsi, des événements extérieurs, astérisque X, gagnés à la loterie, un accident de voiture, peuvent nous rendre heureux ou malheureux pendant un certain temps. Mais le système biochimique ne permet pas au bonheur de dépasser un certain niveau, tout comme il ne nous permet pas de tomber trop bas, et finit par revenir à l'équilibre. Certains scientifiques comparent notre système biochimique à un climatiseur qui maintient une pièce à une température donnée, même en cas de canicule ou de tempête de neige. Les événements peuvent modifier brièvement la température, mais le climatiseur est sûr de rétablir le statu quo. Certains systèmes sont règles à 30 degrés Celsius, d'autres à 20 degrés Celsius. Ces climatiseurs varient également d'une personne à l'autre. Certaines personnes ont, dès la naissance, un système biochimique tellement joyeux que leur humeur varie de 6 à 10 points sur une échelle de 10 et se stabilise le plus souvent à 8. Ces personnes resteront gaies et enjouées même lorsqu'elles vivront dans une capitale folle, perdront tout leur argent en bourse et seront atteintes de diabète. D'autres ont une biochimie morose, leur humeur fluctue de 3 à 7, se stabilisant à 5. Ces personnes sont déprimées même lorsqu'elles semblent tout avoir, le soutien de leur famille et de leurs amis, des gains d'1 million de dollars et la santé d'un athlète olympique. Même si ce sujet morose gagne 50 millions de dollars le matin, invente un remède contre le sida l'après-midi, établit une paix éternelle entre Israël et la Palestine l'après-midi et retrouve son enfant perdu depuis longtemps le soir, la main ne dépassera jamais 7. Le cerveau de cette personne n'est tout simplement pas adapté à l'amusement, quelle que soit sa chance. Observez attentivement vos proches et vos connaissances. Parmi eux, il y a probablement des personnes qui, en toutes circonstances, gardent un esprit joyeux et d'autres qui sont toujours insatisfaites, quels que soient les cadeaux que le monde n'a pas mis à leurs pieds. Il nous semble que cela vaut la peine de changer de travail, de se marier, de terminer un roman, d'acheter une nouvelle voiture, de rembourser l'hypothèque et victoire. Mais lorsque nous obtenons ce que nous voulons, nous ne ressentons pas le vrai bonheur. Quel que soit le nombre de voitures achetées ou de romans écrits, la biochimie ne change pas. Vous pouvez faire tomber la flèche pendant un court moment, mais elle reviendra toujours à sa place habituelle. Maintenant que nous avons compris que le bonheur est conditionné par le système biochimique, nous ne pouvons pas consacrer plus de temps aux réformes politiques et sociales, aux idéologies et aux coups d'État, mais nous concentrer sur ce qui peut nous rendre vraiment heureux. Modifions notre biochimie. Le point de vue biologique est parfaitement illustré par le slogan du New Age, « Le bonheur vient de l'intérieur ». L'argent, le statut, les chirurgies plastiques, les maisons de luxe, le pouvoir, rien de tout cela ne produit le bonheur. Le bonheur durable ne peut venir que de l'intérieur, c'est-à-dire de la sérotonine, de la dopamine et de l'ocytocine. Le sens de la vie, être heureux, c'est éprouver des sensations agréables, ni plus ni moins. Étant donné que notre biochimie limite la portée et la durée de ces sensations, il faut travailler sur le système biochimique pour que les gens éprouvent des niveaux élevés de bonheur pendant de longues périodes.
Mais tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec cette définition du bonheur. Dans une étude célèbre de Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel d'économie, on a demandé à des participants d'évaluer un jour de semaine standard, épisode par épisode, à quel point ils appréciaient chaque minute, ou au contraire, se sentaient mal à l'aise. Un paradoxe a été constaté dans l'attitude de la plupart des gens à l'égard de leur propre vie. Prenons, par exemple, le travail nécessaire pour élever un enfant. Il s'est avéré que si l'on compte mécaniquement les moments de joie et les moments désagréables, avoir des enfants n'est pas une bonne idée. Il s'agit principalement de changer les couches, de faire la vaisselle et de calmer un enfant grincheux, personne n'aime faire cela. Et pourtant, presque tous les parents considèrent les enfants comme le bonheur de leur vie. Les gens eux-mêmes ne savent-ils pas ce qu'ils veulent? Non, cette réponse est certainement possible, mais il y en a une autre. Le bonheur ne se réduit pas à la prévalence d'éléments agréables. Sur des éléments désagréables. Le bonheur consiste plutôt à donner un sens et un but à la vie. Il y a une composante cognitive et éthique notable dans le bonheur. Beaucoup dépendent du point de vue adopte. Je suis l'esclave malheureux d'un petit tyran, je nourris avec amour une nouvelle vie. Comme le dit Nietzsche, celui qui a un « pourquoi » à vivre supportera facilement n'importe quel « comment ». Même dans l'adversité, une vie pleine de sens est satisfaisante, alors qu'une vie vide de sens se transforme en torture dans les conditions les plus confortables. Bien que les gens de tous les pays et de toutes les époques ressentent le plaisir et la souffrance de la même manière, ils donnent un sens à leurs expériences de façon très différente. Cependant, pour autant que l'on puisse en juger, d'un point de vue purement scientifique, la vie humaine n'a guère de sens. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune raison scientifique de croire que la présence d'un être humain, un observateur subjectif, est si nécessaire à l'univers. Par conséquent, tout sens que les gens attribuent à leur vie est illusoire, et le rêve d'une félicité d'un autre monde qui donnait un sens à la vie de l'homme médiéval est aussi justifié que les significations que les humanistes, les nationalistes et les capitalistes modernes trouvent à leur vie. Le scientifique voit la justification de sa propre existence dans la multiplication de la somme des connaissances humaines, le soldat dans la lutte pour sa patrie, l'entrepreneur dans la création d'une nouvelle société, et ils sont tous aussi trompes que le scolastique médiéval, le croise et le bâtisseur de cathédrales. Alors peut-être que le bonheur réside dans la coïncidence de ses propres illusions avec les illusions collectives? Tant que mon récit personnel s'inscrit dans les intrigues communes, je pourrais me convaincre que ma vie est pleine de sens, et je serai heureux de cette conviction. C'est une conclusion plutôt sombre. Le bonheur est-il vraiment une question d'auto-illusion? Connais-toi toi-même si le bonheur est une question de sensations agréables, alors vous devez réorganiser votre biochimie pour multiplier le bonheur. Si le bonheur repose sur le sentiment que la vie a un sens, alors pour le multiplier, il faut se tromper plus intelligemment. N'y a-t-il pas de troisième solution? Ces deux opinions partent d'un même principe. Le bonheur est un sentiment subjectif, de plaisir ou de sens, et pour l'évaluer, il suffit de demander à une personne si elle est heureuse. Cela nous semble logique, puisque le libéralisme, qui sanctifie les sentiments subjectifs d'un individu, domine parmi les idéologies de notre époque. Ce sont eux qui sont prioritaires. Ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est beau et ce qui est laid, ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. Chacun juge tout cela uniquement sur la base de ses propres sentiments. La politique libérale part du principe que les électeurs savent ce qu'ils veulent et n'ont pas besoin de Big Brother pour leur dire ce qui est bon pour eux. La devise de l'économie libérale est « Le client a toujours raison ». L'art libéral proclame que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Les étudiants des écoles et universités libérales apprennent à penser par eux-mêmes. La publicité est encore plus déterminée. Faites ce que vous voulez. Les films, les pièces de théâtre, les feuilletons, les romans et les chansons insistent partout sans relâche. Sois toi-même. Écoute-toi. Va là où ton cœur te menait. La formulation classique de ce point de vue a été donnée par Jean-Jacques Rousseau. Ce que je vois de bon est bon, et ce que je vois de mauvais est mauvais. La plupart des religions et des philosophies abordent la question du bonheur de manière très différente du libéralisme. La réponse apportée par le bouddhisme est particulièrement intéressante. Le bouddhisme s'épanche sur le problème du bonheur peut-être plus que toute autre religion. Depuis 2500 ans, les bouddhistes étudient systématiquement l'essence du bonheur et ses sources. C'est pourquoi les experts accordent de plus en plus d'attention à la philosophie bouddhiste et aux pratiques méditatives. Dans le bouddhisme, le bonheur n'est pas considéré comme un sentiment subjectif de plaisir ou de sens, mais comme la liberté de poursuivre des sensations subjectives. D'un point de vue bouddhiste, la plupart des gens accordent trop d'importance à leurs sentiments, identifiant les sensations agréables
au bonheur et les sensations désagréables à la souffrance. Par conséquent, les gens essaient d'avoir autant de sensations agréables que possible et d'éviter les sensations désagréables. Mais ils se trompent lourdement. Nos sensations subjectives sont en réalité dépourvues de substance et de sens. Ce sont des vibrations fugaces, aussi changeantes que les vagues de l'océan. Que vous ressentiez de la douleur ou du plaisir, que la vie vous apparaisse comme une farce dénuée de sens ou comme un drame cosmique. À la signification durable, tout cela n'est que vibrations fugaces. Si nous accordons trop d'importance à ces vagues intérieures, nous en devenons captifs, l'esprit devient agite et ne trouve aucune satisfaction. Nous souffrons. Même une sensation agréable ne rassasiera pas notre esprit. Il voudra que le plaisir augmente, ou il sera anxieux qu'il ne disparaisse pas. La chasse aux sensations subjectives est une entreprise fastidieuse et inutile, qui nous met à la merci d'un tyran capricieux. La source de la souffrance n'est pas la douleur, la tristesse, ni même l'absence de sens. La source de la souffrance est la poursuite même des sensations subjectives qui nous maintient dans une tension, une confusion et une insatisfaction constante. Les gens ne seront libérés de la souffrance que lorsqu'ils comprendront que les sensations subjectives ne sont que des vibrations éphémères et qu'ils cesseront de rechercher le plaisir. Alors, la douleur ne les rendra pas malheureux et le plaisir ne troublera pas la paix de l'esprit. L'esprit demeure dans un état de calme, de clarté et de satisfaction. Il en résulte la félicité la plus profonde que ne peuvent imaginer ceux qui passent leur vie à la poursuite fébrile de sensations agréables. Ils sont comme un homme qui se tient sur le rivage depuis des années, profitant des bonnes vagues et essayant de les retenir. Et chassant les mauvaises pour qu'elles ne s'approchent pas trop près. Jour après jour, il se tient sur le rivage, se rendant frénétique par cette activité insensée. Finalement, il s'assoit sur le sable et se détend, laissant les vagues déferler à leur guise. C'est le bonheur. Cette idée est tellement étrangère à la culture libérale moderne que lorsque les mouvements New Age occidentaux ont rencontré les révélations bouddhistes, ils les ont traduites dans le langage des concepts libéraux, bien sûr à l'envers. Les cultes New Age proclament « Le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. Ils ne dépendent que des sentiments intérieurs. Il faut renoncer à la poursuite de l'extérieur richesse, statut et se reconnecter à ses sentiments intérieurs. En bref, le bonheur est en vous. » Cela ne contredit pas l'approche biologique, mais est diamétralement oppose aux enseignements du Bouddha. Le Bouddha serait d'accord avec les biologistes modernes et les prophètes du Nouvel Âge pour dire que le bonheur est indépendant des conditions extérieures. Mais son point de vue, plus important et plus profond, n'est pas pris en compte. La véritable félicité ne dépend pas non plus des sensations subjectives. Plus nous attachons d'importance aux sensations subjectives, plus nous les recherchons activement, plus nous souffrons. Le Bouddha nous conseille de cesser de poursuivre non seulement les réalisations d'extérieur, mais aussi, et surtout, les sensations internes. En résumé, les questionnaires testant le bien-être subjectif identifient le bien-être à la sensation subjective et la recherche du bonheur à la recherche d'états émotionnels spécifiques. En revanche, de nombreuses philosophies et religions traditionnelles, telles que le bouddhisme, considèrent que la clé du bonheur réside dans la connaissance de son véritable moi, c'est-à-dire dans la compréhension de ce que l'on est et de qui l'on est. De nombreuses personnes s'identifient à tort à leurs sentiments, à leurs pensées et à leurs envies. Lorsqu'elles éprouvent de la colère, elles se disent « Je suis en colère, c'est mon expérience. » C'est mon expérience. Et ils passent leur vie à essayer de vivre certaines expériences et d'en éviter d'autres. Ils ne se rendent pas compte qu'une personne et ses expériences ne sont pas la même chose que la poursuite incessante de sentiments spécifiques les pièges. Si c'est effectivement le cas, notre idée du bonheur est peut-être fondamentalement erronée. Il n'est peut-être pas si important de savoir si les désirs sont satisfaits ou si les gens ont vécu des expériences agréables. La question essentielle est de savoir si les gens ont réussi à se connaître eux-mêmes. En conclusion, sur la base du matériel présent, tirons quelques conclusions. Le bonheur peut être divisé en plusieurs catégories. Conditionnel. Inconditionnel. Le bonheur conditionne est en fait conditionne par des facteurs externes, c'est-à-dire les événements de la vie auxquels nous participons, ainsi que par des sensations intérieures qui ont un sens pour nous et auxquelles nous nous identifions. Le bonheur conditionne est plus ou moins compréhensible pour la plupart des gens, et c'est surtout ce que les gens recherchent, des émotions plus agréables, de la joie, de l'amour, une attitude amicale et respectueuse de la part des autres, plus de santé, d'argent, de succès, de réalisation, etc. Les inconvénients du bonheur conditionnent sont que la vie, qui n'est jamais parfaitement lisse, devient comme un tour de montagne russe. Aujourd'hui, nous sommes tombes amoureux bonheur,
Après un certain temps, il y a eu une rupture malheur. Nous avons obtenu un emploi prestigieux bonheur, nous avons été licenciés malheur. Nous n'avons pas été licenciés et nous occupons une position élevée bonheur, nous avons peur de perdre notre position malheur. Nous sommes jeunes et en bonne santé bonheur, nous sommes vieux et malades malheur. En d'autres termes, ce qui nous rend heureux nous rend également malheureux. Le bonheur inconditionnel est inconnu de la majorité absolue des gens. Et même ceux qui ont décidé de le découvrir par le biais de pratiques spirituelles telles que l'exploration de soi ou la méditation ne seront pas en mesure de le réaliser. Certains, bien sûr, y parviendront. Le bonheur inconditionnel repose sur la prise de conscience que vous, votre « moi », n'est ni votre corps ni votre esprit, et donc ni vos pensées ni vos émotions. Grâce aux pratiques susmentionnées, enquête sur soi, méditation, vous pouvez atteindre la conscience absolue lorsque vous n'êtes pas affecté par les circonstances du monde qui vous entoure, lorsque vous êtes libre de tout désir et de toute pensée obsessionnelle. Et que l'expérience du bonheur inconditionnel est votre état immuable, que rien ni personne ne peut affecter. En même temps, assurer qu'un type de bonheur est meilleur qu'un autre n'a pas de sens. Pourquoi ne pas explorer tous les aspects de la vie, s'engager dans le développement personnel, s'efforcer d'atteindre le meilleur, mais aussi utiliser les moyens qui vous permettront un jour de réaliser que vous avez toujours été heureux, mais que vous avez vécu captif de l'illusion que vous ne l'étiez pas.